concentré pendant des longues périodes et de manière aussi intense que le demande le travail créatif, ça crée de la tension. Ça crée de la tension physique, de la tension mentale, ça crée de la tension émotionnelle aussi. Si on travaille sur des scènes très chargées émotionnellement, on emporte ça à la fin de la session de travail. La pause, elle permet d'évacuer tout ça. La pause, elle permet justement de nettoyer tout ça, de se faire je redescends, je relâche, hop, je me détends, je me tire. Et comment est-ce qu'on fait ce truc-là ? Salut, aujourd'hui je voudrais vous parler de pause. Alors les pauses, c'est pas ma zone d'expertise, hein. Moi j'ai tendance à plutôt tracer. En atelier, je suis obligé de rappeler aux participants de me demander de faire des pauses parce que c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc parler de pause, c'est intéressant pour moi parce que ça va me permettre de mettre un peu en place des idées sur pourquoi c'est important de faire des pauses et comment les faire de manière efficace. Parce que souvent, comme je fais pas de pause, je me retrouve à être submergé de fatigue et de boulot et de préoccupations et à m'anesthésier de contenu qui déconnecte mon cerveau de force. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain ni de plus durable. La pause, on peut en parler donc du point de vue de la pratique, mais on peut aussi en parler à l'intérieur du livre comme de moments de respiration pour le lecteur. Ça, c'est important aussi de pas tout le temps être en train d'être dans l'action super intense et soutenue parce que le lecteur s'épuise. Et quand je parle d'action intense et soutenue, je parle aussi d'enjeux. C'est-à-dire que si on est tout le temps sur des enjeux très forts dans le texte, à un moment donné, le lecteur il va juste saturer. Et on a besoin d'avoir des temps de relâche, des temps avec des scènes qui sont purement là pour l'ambiance, purement là pour l'atmosphère. Ces temps-là, on les travaille après, s'être assuré qu'on a bien franchi toutes les grandes étapes nécessaires à la dramaturgie. Moi, j'aime bien fonctionner par strates. C'est d'abord faire les fondations. Les fondations, ce sont les étapes clés du récit, de la progression des personnages, de la progression de l'intrigue, de la progression de leur évolution interne et de la progression thématique. Tout ça, c'est le socle sur lequel le reste s'appuie. Une fois que ça, c'est solide, je vais faire ma narration de ces parties-là, et après, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir rajouter des petites scènes qui sont là simplement, non pas pour faire du lien, mais pour créer des temps de respiration. Donc à des endroits clés de l'histoire, hop, je vais injecter une petite scène qui ne fait pas progresser quoi que ce soit, en termes d'intrigue, en termes d'évolution de perso, mais qui installe. Installer, c'est important parce que ça permet à la fois à l'histoire de se poser dans l'esprit du lecteur, mais ça permet aussi au personnage de se poser dans sa progression, ça lui permet de regagner de l'énergie, et ça permet au lecteur aussi d'intégrer tout ce qu'il a vécu. Donc en fin de chapitre, en fin de séquence, ça peut être pas mal d'avoir ce temps-là avant de relancer le cours de l'action. Je réfléchis parce qu'en même temps, en fin de chapitre, c'est pas le meilleur moment parce que souvent en fin de chapitre, on a... Alors ça peut être un choix, en fait, on a le choix. Soit on va faire une fin de chapitre qui va vraiment être un cliffhanger et qui va amener le lecteur, quasiment contraindre le lecteur à lire le chapitre suivant parce qu'il est trop dans l'attente de ce qui va se passer, parce qu'on a justement fait monter les enjeux en fin de chapitre. Soit au contraire, on va redescendre et on va lui offrir une belle clôture de façon à ce que il y ait ces sentiments d'un voyage achevé et d'une petite redescente qui permet l'intégration de ce qui a été vécu émotionnellement, qui permet l'intégration des événements, qui permet l'intégration de toutes les petites graines qu'on a placées et qui permet après au lecteur d'aller se promener, lâcher le livre, aller faire autre chose. Et pendant qu'il fait autre chose, le livre continue à exister, à mûrir dans sa tête et toutes les petites graines qu'on a plantées se changent en attentes dans son imaginaire. Et quand il revient, il est chargé de ses attentes et c'est pas mal aussi de le faire comme ça. En tout cas, la pause dans le texte, c'est comme ça que moi je l'envisage. Elle est à la fois rythmique, on va apaiser le tempo de l'histoire, et elle est aussi esthétique dans le sens où on va s'installer dans l'atmosphère. Moi je parle beaucoup d'atmosphère, c'est ce truc vraiment intangible qui fait l'identité d'un livre pour moi, c'est comment il me fait sentir. Et je vais m'installer, il y a des décors qui vont me permettre de me sentir comme ça, il y a des actions, des types d'interactions qui vont me permettre de me sentir comme ça. Moi l'exemple que je prends souvent, parce que c'est un exemple qui me parle, c'est soit une promenade de nuit dans une ville sous la pluie, ça je trouve ça très atmosphérique. Soit on peut avoir des personnages qui vont se poser dans un bar ensemble, il y a peut-être un petit concert tranquille d'un petit groupe local, et puis il y a pas mal de gens, il y a un peu de cacophonie, un peu de brouhaha, un murmure ambiant, qui fait que c'est très enveloppant en même temps, c'est comme un mini-univers à l'intérieur du monde qui est à l'écart et en même temps dedans. Ça, je trouve ça chouette aussi pour créer de l'atmosphère, mais il y a plein de manières de le faire, hein. Voilà, ça c'est des pauses en écriture. Après, la question de la pause dans la pratique, ça c'est un truc qui est très compliqué pour moi, parce qu'en fait j'ai besoin de finir les projets, j'aime bien finir les projets. Le problème c'est que les projets que je fais sont souvent des projets longs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de projets courts, donc les finir ça me demande plusieurs mois maintenant, ce qui n'est pas compatible avec le fait de travailler tout le temps en mode sprint, hyper concentré, j'avance, et à un moment donné c'est terminé, hop, et puis je fais une grande pause. Moi j'aime bien ça, dans mon idéal c'est ça, c'est-à-dire que je fais des grandes sessions de boulot de plusieurs semaines, et après je fais des grandes sessions de rien pendant plusieurs semaines. Maintenant que je travaille sur des projets plus longs, ça marche pas trop.
parce que j'ai besoin d'être dans la régularité. Pour travailler 6 mois, je peux pas travailler 6 mois 12 heures par jour, c'est pas possible. Il faut que je segmente mon travail avec le reste de ma vie et que j'arrive à avancer, ne serait-ce que pour mon endurance physique et mentale et mon bien-être mental. Il faut que j'arrive à segmenter mon travail à l'intérieur de mes journées ou à l'intérieur de mes semaines de façon plus durable. Et pour ça, il faut que j'apprenne à restreindre le temps que je consacre à ce temps de concentration que demande l'écriture, tout en me permettant d'avancer suffisamment dans le texte, tout en préservant des espaces de recharge. La pause, elle sert à ça, elle sert à recharger les batteries, elle sert à se recharger créativement, elle sert à se recharger physiologiquement, elle sert aussi simplement à se sentir bien, quoi. à évacuer la tension qu'on a accumulée, parce que quand on est concentré pendant des longues périodes et de manière aussi intense que le demande le travail créatif, ça crée de la tension, ça crée de la tension physique, ça crée de la tension mentale, ça crée de la tension émotionnelle aussi. Si on travaille sur des scènes très chargées émotionnellement, on emporte ça à la fin de la session de travail. La pause, elle permet d'évacuer tout ça. La pause, elle permet justement de nettoyer tout ça, de se faire je redescends, je relâche, hop, je me détends, je me tire. Et comment est-ce qu'on fait ce truc-là? À quoi ça ressemble une pause efficace? Effectivement, si c'est juste se planter devant Netflix et puis bouffer de la série pendant 5 heures pour compenser le travail qu'on a passé de l'autre côté à créer à bloc, ça fonctionne pas très bien. Après, moi je vais pas vous donner la recette d'une pause réussite, déjà parce que je sais pas faire, et en plus parce que je pense que ça relève de la sensibilité de chacun. Je pense que ça change aussi en fonction du temps. Là, cet été, par exemple, je me suis fait une retraite de 3 semaines d'écriture à la montagne pour finir le gros projet sur lequel j'étais. Et j'alternais entre des périodes de concentration très intenses, de 2, 3, 4 heures. Et après, j'allais marcher 2 heures dans la montagne tout seul avec un petit podcast et ça fonctionnait très bien pour moi. À d'autres moments, c'est pas ça qui va fonctionner pour moi. Je me rappelle d'une période où j'écrivais beaucoup et je découpais en fait mon temps d'écriture. Je travaillais peut-être 5-6 heures dans la journée d'écriture intense et toutes les 2 heures à peu près, hop, je faisais une sieste de 15 minutes. Je travaillais de manière intensive pendant 2 heures, je faisais une sieste de 15 minutes et j'alternais comme ça. Ça peut paraître peu, 5-6 heures de travail dans un monde dans lequel la journée de travail classique c'est 8 heures, mais il faut bien imaginer que dans une journée de travail classique, il y a souvent une alternance dans les pics d'intensité. Une journée de travail d'écriture créative, c'est une journée dans laquelle il y a peu d'alternance de pics. Si on est dans une recherche de productivité, si on n'est pas simplement là en train de papillonner, d'écrire un petit peu, d'aller un petit peu sur Facebook, d'écrire un petit peu, d'aller se faire un petit sandwich, d'écrire un petit peu, d'aller se faire un thé. Si on est vraiment dans une recherche de productivité, on va être dans une attention soutenue tout le long de la session de travail. Donc c'est important de se rappeler ça et je pense, moi, j'aime beaucoup la notion de productivité. Pas parce que je pense que ça permet de faire plus de choses, mais parce que ça permet au contraire de faire les mêmes choses dans moins de temps. Et pour moi, c'est important de pouvoir faire ce que je veux dans le plus petit temps possible. Parce que j'aime bien glander et j'aime bien aussi que les choses soient faites. Je suis pas très confortable avec ce temps d'incertitude. Tant que le projet n'est pas fini, je ne sais pas s'il sera fini. La conséquence de ça, c'est que j'aime la notion de productivité parce qu'elle me permet d'arriver plus vite à la fin d'un projet. La productivité, c'est quoi? C'est de la clarté sur ce qu'il y a à faire. Donc, quand j'ai un projet, je le découpe en petites tâches précises. Ça me permet de savoir ce que j'ai à faire à chaque instant et pas de passer du temps. Parce que quand le projet n'est pas découpé en tâches précises, ce qui se passe, c'est qu'on est là à se demander ce qu'on doit faire. On hésite, on négocie, on papillonne. Tout le temps que je passe à planifier, c'est un temps que je gagne après quand je suis face à la feuille. Ensuite, il y a la notion de concentration et de pouvoir rester concentré sur des longues périodes de temps. Ça, c'est essentiel dans la productivité. C'est-à-dire que si je sais ce que j'ai à faire et que j'ai plein de choses à faire, mais que je ne sais pas me concentrer sur ces choses-là, je ne vais pas avancer de manière productive. Il y a un souci, ou en tout cas une conscience aiguë du temps qui passe, du temps que prennent les choses, et un souci de réduire le temps que chaque chose demande. Donc tout ça, pour moi, c'est des points essentiels de la notion de productivité. Et encore une fois, le but, c'est pas d'être productif pour le plaisir d'être productif, c'est d'être productif pour pouvoir finir les projets que j'entreprends, et les finir dans un temps raisonnable, parce que plus ça va prendre de temps, plus la probabilité que j'achève pas le projet augmente. Mais là, c'est rigolo parce que j'étais parti sur un épisode sur la pause et je suis en train de parler de productivité. Donc les pauses, ça va ressembler à quoi? Les pauses, c'est les pauses que j'évoquais là à l'intérieur du temps de travail, à l'intérieur du temps de productivité. Donc aller marcher après avoir bossé, savoir s'arrêter aussi. C'est super compliqué de savoir s'arrêter, dire ok, j'ai assez travaillé pour la journée. Quand on est sur des projets qui sont longs, c'est difficile parce qu'on sait tout ce qu'il nous reste à faire et qu'on a envie d'en faire le plus possible chaque jour. Mais à un moment donné, l'énergie dont on dispose est limitée. Et à l'intérieur de cette énergie limitée, la qualité qu'on peut donner à cette énergie, elle est aussi limitée. Je ne peux pas avoir 8 heures de super bonne énergie hyper quali. Il va y avoir 2 heures très très bonnes, puis après 2 heures moyennes, et après 2 heures pas très bonnes, et après 2 heures toutes pourries. Même si je peux mettre de l'énergie, ma capacité de travail et ma capacité d'attention, elle s'érode au fur et à mesure que le temps passe et que je fournis des efforts.
Savoir ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'être réaliste par rapport au temps qu'on peut passer chaque jour à bosser. Savoir s'arrêter, c'est aussi ritualiser le moment où on s'arrête. C'est-à-dire que je peux me donner un temps limite, de dire je travaille 2 heures aujourd'hui, à la fin des 2 heures, je vais pas juste fermer l'ordi et aller faire autre chose. Je vais préparer la session d'après, je vais boucler la session en cours. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 heures? C'est peut-être une bonne session, c'est peut-être une mauvaise session. Si c'est une bonne session, c'est relativement facile d'arrêter. Si c'est une session dont je suis pas très content parce que j'étais pas bien concentré, je me posais des questions sur les choix que je faisais, donc soit j'ai pas beaucoup produit, soit j'ai produit des choses dont je suis pas sûr, je vais avoir plus de mal à m'arrêter que si à la fin des 2 heures, je suis content de ce que j'ai produit. Ça, c'est la première chose, c'est d'accepter que les sessions sont inégales et que c'est pas la qualité d'une session qui détermine la qualité du travail dans sa globalité. C'est le fait de régulièrement avancer, des fois bien, des fois moins bien, qui fait que le projet sera fini. Ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de projets qui avortent parce que l'auteur n'accepte pas l'inconfort qu'il peut y avoir à avoir une session mauvaise. Il traduit le fait d'avoir une session pendant laquelle il n'a pas été productif, pas été concentré, par le projet vaut pas la peine ou par je suis pas fier de moi, donc je vais lâcher le truc. Je suis pas capable d'aller au bout. C'est des équivalences qui se font à un niveau subconscient, préconscient presque. On se rend pas compte. On sort de la session, puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi on a des doutes, ou on n'est pas à l'aise avec le projet, on est en train de contempler un autre projet qui a l'air plus sympa. Tout simplement parce qu'il y a un truc inconfortable dans le fait de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on attendait de nous-mêmes. Donc accepter qu'il y ait des sessions qui ne soient pas hyper satisfaisantes, ça fait partie du travail et c'est la base vraiment de pouvoir finir correctement une session de travail. Donc je finis ma session de travail et je note ce que j'ai fait. Ça, c'est le bilan de chaque session. Comment j'ai avancé sur le projet et où j'en suis de sa progression. Des fois j'ai peu avancé, des fois j'ai un peu avancé, des fois j'ai même reculé. Quelles questions je dois résoudre avant la prochaine session? Et qu'est-ce que je dois faire à la prochaine session? Je vais poser mes objectifs pour la session d'après. Ça va m'aider à intégrer intérieurement le fait que j'arrête de bosser pour aujourd'hui. Parce que faire une pause, c'est pas simplement quitter l'ordi, c'est aussi communiquer à notre cerveau qu'on arrête de bosser, on s'arrête. Il y a beaucoup de fois où moi je sors de l'ordi et je continue à travailler dans ma tête et je continue à réfléchir au projet et je suis pas en train de m'arrêter, donc je peux pas faire une pause même si je regarde un film ou que je bouquine. Si dans ma tête je suis en train de mouliner sur ce que j'ai à faire demain ou ce que j'ai encore à faire sur le projet et je suis en train de me dire que je devrais être en train de bosser sur le projet, la pause elle va pas être efficace quoi que je sois en train de faire. Donc ça c'est un point important. Deuxième point important, c'est un truc que j'ai remarqué plein de fois cet été, c'est qu'il faut un temps de déconnexion. C'est pas instantané. Quand j'allais marcher, il y avait toujours une bonne demi-heure pendant laquelle j'étais pas bien. J'étais là à me dire ça sert à rien que j'aille marcher, il faut que je retourne au boulot, j'ai plein de trucs à faire. En gros, j'ai pas mérité de m'arrêter. Je m'arrêterai quand j'aurai fini, ce genre de choses qui sont encore une fois pas des pensées articulées, mais plutôt des sensations un peu d'inconfort, de trucs de je devrais pas être là, je devrais être ailleurs. Il y a ce temps de transition, de sortie de l'état de concentration. Cette première demi-heure, on accepte de la passer et on l'accompagne. Le fait d'être en train de marcher dans la montagne, ça me faisait du bien parce que justement, il y avait ce truc de déplacement, il y avait ce truc de pas de distraction, je pouvais rien faire d'autre à part marcher ou revenir en arrière. Et comme il n'était pas question pour moi de revenir en arrière, j'étais obligé de passer le cap où enfin, ça y est, dans ma tête, c'est réglé, j'ai intégré, je sais pas, il y a certainement des connexions synaptiques qui se défont et d'autres qui se font à la place. Mais en tout cas, il y avait cette sensation d'être passé outre, d'être passé à autre chose. C'est bon, la session de travail est finie, maintenant je peux me détendre, maintenant je peux marcher, maintenant je peux apprécier d'être dans la nature et après je peux écouter mon petit podcast qui va me faire du bien et ça va me permettre de passer à autre chose. Ça, c'est un point important aussi, je pense, cette notion d'accepter qu'il y a un temps de transition et de comment je saute pas d'une activité à l'autre, mais j'accompagne la transition et je laisse le travail se faire en moi aussi. Donc il y a le travail de clôture de la session qui est un travail conscient que je fais moi délibérément dans mon petit carnet d'écriture. Et après, il y a le travail que je laisse faire à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon cerveau, en accompagnant la transition. Et après, je peux rentrer dans une autre activité, peut-être une activité de détente, une activité de pause, une activité sociale, peu importe, ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire, de ce qui est présent pour moi à ce moment-là, de ce qui est important pour moi à ce moment-là. Aussi des divertissements qui me parlent à ce moment-là, des activités de recharge qui sont intéressantes pour moi, qui me nourrissent à ce moment-là. Et ça demande aussi de faire des petits points régulièrement avec soi-même, de dire qu'est-ce qui me nourrit en ce moment, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en enlève, et d'aller privilégier les activités qui me donnent de l'énergie, plutôt que celles qui m'anesthésient, ou plutôt que celles qui m'enlèvent de l'énergie. Donc ça demande des efforts, on est d'accord, c'est pas un truc simple. Et quand on est déjà fatigué, c'est pas évident. Donc moi je pense que ce qui pourrait être intéressant pour moi en tout cas, cette année d'expérimenter, serait une fois toutes les semaines, une fois tous les mois, de me faire une sorte d'état des lieux des activités que j'ai envie de faire et qui me font du bien, de celles qui m'enlèvent de l'énergie, et d'ajuster dans ma pratique
la place que je donne à chaque activité et de programmer ces activités. Puisque comme je sais que j'ai tendance à vouloir trop en faire, à pas m'arrêter, à pas savoir faire de pause justement, c'est important pour moi de compenser ça. Si j'ai une tendance à ne pas faire, il va falloir que je compense en me contraignant davantage à faire. Parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça me fait du bien. Quand je partais marcher, au bout des 2 heures de marche, j'étais content. Ça m'avait apaisé, je me sentais mieux, je me sentais plus disponible, je me sentais... c'était vachement bien. Donc je sais que ça me fait du bien. Mais c'est cette étape d'aller vers ce qui me fait du bien qui est compliquée. Donc comment est-ce que je peux la programmer? Comment est-ce que je peux la mettre délibérément en place dans mon processus de travail, dans mon organisation de travail? Je pense que ça, c'est important à prendre en compte. Et après, il y a le dernier type de pause, c'est les pauses entre les projets. Ça aussi, ça peut être compliqué, c'est-à-dire quand on a été sur un projet pendant 1 an, pendant même 6 mois, se retrouver sans projet, ça peut être assez vertigineux. C'est ce qui s'est passé cette année avec le nano, c'est-à-dire j'avais travaillé 6 mois sur le gros projet Alfred, et puis là, pouf, plus rien. Et ben, heureusement qu'il y avait le nano en novembre, parce que ça m'a permis de me remettre sur quelque chose. Il y a cette question de qu'est-ce que je fais entre les projets. C'est un temps qui est important parce que c'est un temps de maturation, c'est un temps qui permet d'intégrer ce qu'on a appris avec le projet qu'on vient de finir, ce qu'on a appris sur nos envies d'écriture, ce qu'on a appris techniquement aussi. Et c'est aussi un temps qui permet de se connecter à d'autres influences, d'autres sujets qui nous intéressent, d'autres thématiques qui sont importantes pour nous, et de voir émerger de nouveaux sujets, de voir émerger de nouveaux personnages et de nouveaux projets créatifs. Donc plutôt que de sauter d'un projet à l'autre en permanence, comment est-ce qu'on peut aussi se ménager des espaces entre les projets? Ça peut être des espaces longs, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant lesquels il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien dans le sens où la vie ne s'arrête pas, mais il n'y a pas de projet créatif. Et le défi pour moi, ce serait, parce que là mon premier réflexe, c'est de dire, peut-être qu'on peut y avoir des petits projets créatifs. Mais le défi, ce serait d'avoir vraiment aucun projet créatif, de vraiment aller faire autre chose. Et de voir ce qui émerge à l'issue de ce truc-là. Alors pas de laisser ça s'installer trop longtemps parce qu'il y a aussi une question d'être dans l'habitude de la pratique, ça nourrit la pratique. Et de lâcher l'habitude de la pratique, c'est difficile parfois de se remettre en selle. Quand on a arrêté pendant trop longtemps, reprendre le chemin d'un projet, ça demande un effort, ça demande de se rappeler comment on fait, c'est pas forcément évident, on a tendance à esquiver, à repousser, à procrastiner. Donc il y a aussi ce truc-là d'équilibre à trouver entre qu'est-ce qui est une bonne pause et qu'est-ce qui devient une forme d'évitement. Mais donc tout ça, je trouve que c'est des questions qui sont complexes, peut-être pas si complexes que ça, peut-être qu'elles sont en fait simples, mais en tout cas c'est des questions qui sont un peu compliquées et en même temps hyper importantes. Encore une fois, pour cette idée d'une écriture qui est épanouissante, qui est durable, qui est installée dans le temps, qui va pas nous épuiser, on va pas finir en burn-out tous les 3 projets, on va pas non plus se laisser aller complètement et attendre que l'inspiration nous tombe dessus comme une petite étincelle divine. Il y a plutôt cette idée de conscientiser le travail, d'intentionnaliser le travail. Il y a vraiment une question de qualité de vie derrière cette notion de savoir à certains moments tout simplement s'arrêter sans ralentir nécessairement le rythme, sans être moins ambitieux, mais parce que ça va nous permettre d'être plus épanouis à l'intérieur de notre pratique. Je sais pas trop en fait quelle forme j'ai envie de donner à ça, mais en tout cas c'était les réflexions que j'avais ou les réflexions que j'ai sur la question de la pause. Encore une fois, c'est un domaine qui est très compliqué pour moi, donc c'est important d'en parler aussi. Je pense que c'est bien de ne pas rester tout le temps planqué dans les trucs qu'on sait déjà faire et dont on s'est déjà parlé. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé. Merci de m'avoir écouté. Ciao!